C'était la seule chose qui rendait la Russie grande, disponible en abondance, et servant de colonne vertébrale à l'économie du pays. Cette chose a donné à Poutine quelque chose à quoi il pouvait s'accrocher, alors que ses opérations militaires spéciales se transformaient en une guerre de plusieurs années. Mais l'Ukraine le lui a enlevé. Et ce n'est plus seulement la guerre qui a dégénéré. Le chaos a éclaté en Russie, alors que les gens se battent pour de l'essence dans ce pays d'abondance. Ou devrions-nous plutôt dire autrefois abondant. La campagne de frappe en profondeur de l'Ukraine a causé une douleur à laquelle Poutine ne s'attendait pas, et ce sont les Russes qui en paient le prix. La Russie pensait qu'elle se remettait de tout cela. À la fin du mois de juillet, quelques raffineries avaient redémarré, ce qui a conduit IntelliNews à rapporter qu'il y avait des signes indiquant que la crise du carburant de 2 mois en Russie touchait à sa fin. Les plafonds étaient levés dans les stations-service, et le vice-premier ministre Alexandre Novak a déclaré que la situation se stabilisait progressivement. La Russie avait traversé le pire d'une campagne de plusieurs mois contre ses raffineries de pétrole, et les choses commençaient à s'améliorer. À quel point Novak s'était trompé. Une seconde vague de pénurie de carburant a commencé. Cela pourrait être le point de bascule pour le peuple russe. Les stations-service, qui recommençaient progressivement à fonctionner, ont été fermées. Dans un rapport du 20 août, Euronews a révélé que l'essence n'était désormais disponible que dans 28% des stations-service en Russie. Nous ne parlons pas d'une seule région ici, nous parlons de toute la Russie. Ce chiffre, de 28%, provient de l'application nationale de suivi de l'essence Goodbenz, et il fait suite à une semaine où l'essence était disponible dans 41% des stations-service. Donc ce n'est pas un cas isolé ici, nous assistons à une crise, une tendance. Les stations-service se retrouvent à court de la seule chose qu'elles vendent, et de la seule chose que la Russie est connue pour produire en grande quantité. Les limites de carburant qui avaient été levées à la fin du mois de juillet sont de nouveau en vigueur pour cette deuxième vague de pénurie de carburant. À Moscou et dans les régions environnantes, qui représentent le joyau de la couronne de la Russie, là où les gens sont censés être protégés de l'impact de la guerre. Mieux que partout ailleurs dans le pays, les stations-service appartenant au géant pétrolier Gazprom Neft appliquent une limite de 60 litres d'essence dans les stations classiques, et une limite de 40 litres dans les stations automatisées. Tatneft, qui est un autre grand producteur de carburant, applique une limite de 60 litres pour le diesel et de 50 litres pour l'essence. D'autres stations régionales sont allées encore plus loin, limitant les conducteurs à seulement 30 litres. Plus loin, la situation est encore plus aiguë. Les restrictions n'ont jamais été levées dans des endroits comme la Sibérie et l'extrême-orient russe. En Crimée, il ne reste pratiquement plus d'essence. Alors que l'Ukraine poursuit une brillante stratégie asymétrique qui a isolé la péninsule du reste de la Russie continentale. Nous voyons la capitale et le fleuron de la domination russe avoir toutes deux du mal à se procurer une ressource qui est censée être abondante en Russie. C'est humiliant pour Poutine. D'autres régions ont mis en place des mesures encore plus étranges. À Lipetsk comme à Orenbourg, les autorités locales décident qui pourra avoir la chance de mettre de l'essence dans le réservoir de son véhicule, en utilisant un étrange système basé sur les plaques d'immatriculation. Un jour, ceux dont les plaques contiennent des chiffres impairs sont autorisés à faire la queue pour de l'essence. Le lendemain, ce sera le tour des personnes ayant des plaques avec des chiffres pairs. Cela se passe dans le pays censé regorger de carburant. Désormais, des dizaines de régions russes doivent à nouveau faire face à l'absence d'essence et de diesel à la pompe. Les files d'attente deviennent folles, et les personnes qui sont obligées d'attendre des heures dans ces files deviennent elles aussi folles. Le Kiev Post rapporte que des témoins sur place affirment désormais que les files d'attente à Moscou s'étendent jusqu'à 1 km. Beaucoup attendront en vain, car les stations-service ferment, faute de produits. D'autres ne proposent que du diesel, et les conducteurs racontent à nouveau qu'ils sont obligés de faire plusieurs stations-service pour découvrir qu'il n'y a plus rien. Lorsqu'ils trouvent enfin des stations qui ont du carburant, ils passent des heures à attendre, espérant désespérément qu'au moment où leur voiture parviendra à parcourir lentement cette file d'1 kilomètre, il restera encore quelque chose pour eux. Les tensions montent. Ce qui couvait sous la surface a fini par éclater. Des Russes en colère, incapables d'obtenir la seule chose que leur pays est censé pouvoir leur fournir, se déchaînent. Pas encore contre Poutine, mais les uns contre les autres. Le chaos éclate, alors que les files d'attente s'allongent de plus en plus. Des images commencent à apparaître, montrant des gens ordinaires poussés à bout, sortant de leur voiture et en venant aux mains avec d'autres personnes qui ont été forcées dans cette situation, par une combinaison de l'incompétence du Kremlin et de la stratégie ukrainienne de frappe contre les raffineries. Chaque petite offense et chaque infraction mineure sert désormais de déclencheur, alors que la violence éclate à l'extérieur des voitures immobilisées, leurs conducteurs attendant leur tour à la station-service. Le compte X Armons l'Ukraine n'a aucune sympathie. En partageant une vidéo de la violence, la chaîne déclare que la sauvagerie russe traditionnelle pour le carburant est de retour dans les rues de Moscou. Des images nocturnes de dashcam montrent des hommes adultes se battant au milieu de la route, se disputant comme des animaux pour les dernières gouttes d'essence. C'est là tout le génie de la stratégie ukrainienne de frappe contre les raffineries.
Il ne s'agit pas seulement de priver le Kremlin de l'argent dont il a besoin pour poursuivre l'invasion de l'Ukraine. À chaque fois qu'une raffinerie est mise hors service, la pénurie de carburant s'aggrave, et la Russie doit faire face à sa propre population. Le tissu de la société russe est en train de se déchirer de toutes parts. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Le raffinage russe s'est effondré en 2026, alors que les frappes ukrainiennes contre les raffineries sont devenues de plus en plus importantes et agressives. L'idée de frapper des raffineries n'est pas nouvelle. En 2025, l'Ukraine a utilisé cette approche avec beaucoup d'efficacité, provoquant également une crise du carburant cette année-là. Cette crise a duré plusieurs mois avant que la Russie ne parvienne à redresser la situation, du moins pour un certain temps. La situation de 2026 est bien pire. Les frappes de l'Ukraine ont provoqué 2 vagues distinctes de crise du carburant, seulement interrompues par à peine 2 semaines pendant lesquelles la Russie pensait pouvoir revenir à la normale. Le magazine Forbes russe a calculé que les raffineries endommagées représentent désormais 54% de la capacité totale de raffinage national. Cela signifie que plus de la moitié des raffineries russes sont soit à l'arrêt, soit fonctionnent à capacité réduite. La production quotidienne de carburant est tellement basse qu'un déficit s'est créé. En juillet, la production d'essence est tombée à environ 80 000 tonnes, alors que la demande saisonnière peut atteindre 120 000 tonnes par mois. En bref, cela signifie que la Russie produit 35% d'essence en moins que ce dont sa population a besoin, ce qui explique pourquoi nous voyons ces files d'attente. Poutine décrit la situation comme non critique, il ment. Début août, le raffinage du pétrole russe était tombé à son niveau le plus bas depuis 24 ans. Tout cela à cause des frappes de drones ukrainiens. En juillet, les raffineries russes ont traité 3,6 millions de barils de pétrole brut par jour, contre une moyenne comprise entre 5,3 et 5,6 millions de barils quotidiens entre 2020 et 2025. La Russie n'a rien connu de tel depuis mai 2002, et la situation ne s'améliore pas. L'Ukraine a frappé 18 raffineries russes en juillet, avec pour fait marquant une attaque record de 2500 km contre la raffinerie d'Omsk en Sibérie. Mais ce n'est pas seulement le nombre de raffineries touchées qui pose problème, c'est la manière dont l'Ukraine les frappe. L'Ukraine ne se contente pas de frapper une raffinerie puis de s'arrêter là. Une fois qu'une raffinerie est touchée, elle devient une cible pour des frappes répétées. La raffinerie de Ryazan en est un parfait exemple. Elle fait face à des arrêts ou des perturbations du raffinage depuis le 29 juillet, car les drones ukrainiens continuent d'arriver. Il en va de même pour les raffineries de Volgograd et de Saratov. L'Ukraine frappe une fois, cause des dégâts, puis frappe à nouveau, empêchant les équipes de réparation d'intervenir, ce qui maintient les raffineries hors service encore plus longtemps. Et il n'y a pas que le carburant qui est touché. Comme le souligne le média United 24 dans un rapport du 19 août, le prix de l'huile moteur en Russie a grimpé de 100%. Même si un Russe peut mettre de l'essence dans son réservoir, ces hausses de prix pour les lubrifiants de base rendent l'entretien courant plus cher que jamais auparavant. L'automobiliste moyen aura l'impression d'être frappé de tous les côtés. Tout cela à cause de drones qui frappent des raffineries à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de l'endroit où il ressent les conséquences. La seule chose que ces automobilistes espéreront, c'est que le Kremlin ait des solutions en préparation pour mettre fin à tout ce chaos autour du carburant. À ce sujet, le Kremlin a bien des solutions, mais ce ne sont pas celles que le Russe moyen souhaite voir. Répression, mensonges éhontés et une transformation totale, passant de titan du carburant à importateur désespéré, voilà tout ce que le Kremlin est capable de proposer.
Mais avant d'entrer dans tous ces détails, ceci est un rappel que vous regardez l'émission Militaire. Si vous trouvez des informations utiles sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. La solution actuelle de la Russie face au chaos des files d'attente dans ses stations-service est de lancer une répression. Dans un rapport du 21 août, The Independent a indiqué que Poutine fait arrêter des Russes pour s'être plaint des pénuries de carburant. Et il y a plusieurs exemples. Souvenez-vous de Volgograd, région des frappes répétées qui ont mis sa raffinerie hors service. Là-bas, la police a arrêté 5 personnes, simplement pour avoir filmé une vidéo adressée au chef du comité d'enquête russe, Alexandre Bastrykine. Cet appel exigeait des explications sur la raison pour laquelle les responsables locaux recevaient des cartes de carburant prioritaires, alors que le public n'avait rien. Le Kremlin a qualifié cela de rassemblement public non autorisé et des amendes ont été infligées. 5 personnes en train de filmer une vidéo. C'est considéré comme un rassemblement public non autorisé en Russie à l'heure actuelle, ce qui est aussi insensé que cela en a l'air. Selon The Independent, à Perm, un habitant local nommé Lev Samoilovski a écopé d'une amende de 120 $ simplement pour avoir mentionné une manifestation sur sa chaîne Telegram qui ne compte que 44 abonnés. Voilà jusqu'où va désormais la société de surveillance en Russie. Un homme avec presque aucune présence sur les réseaux sociaux est tout de même surveillé et puni simplement pour avoir évoqué la possibilité de peut-être se plaindre en groupe de ce que la guerre de Poutine a apporté au peuple russe. C'est de l'intimidation, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Le Kremlin veut que le peuple russe accepte et se taise. Après tout, si aucun Russe ne se plaint d'une crise du carburant, alors la crise disparaît comme par magie aux yeux de Poutine et de ses acolytes. Plus le Kremlin parvient à faire taire de voix, plus il est facile pour les autorités russes de dire à leur peuple qu'ils doivent ignorer ce qu'ils voient et entendent. Le 18 août, le ministre russe de l'énergie, Sergueï Saveliev, a prétendu de façon ridicule que l'essence et le diesel étaient encore disponibles partout, tout en affirmant paradoxalement qu'il était conscient des problèmes de file d'attente et que le ministère travaillait à résoudre ce problème. Alors, qu'en est-il vraiment, Saveliev? Si le carburant était partout, le problème que vous promettez de résoudre n'existerait même pas. Bien sûr, il y aura un peu de carburant dans les régions où des restrictions sont en place, donc Saveliev a techniquement raison. Mais cela ne veut pas dire grand-chose pour les Russes qui perdent leur temps à attendre du carburant qui pourrait avoir disparu au moment où ils arrivent à la pompe. C'est une réponse tellement désinvolte à un problème critique. Un total manque d'humanité, ce à quoi on peut s'attendre du Kremlin à ce stade. Mais si vous voulez parler de désinvolture, il y a Poutine. Il a été tout aussi nonchalant que Saveliev dans sa gestion de la crise du carburant en Russie, affirmant « Il n'y a pas de conséquences critiques à de telles attaques. Il n'y en a pas eu et il ne peut pas y en avoir. Mais elles nous causent bien sûr des dommages, c'est évident. Nous le comprenons. Nous le voyons et nous le savons. Encore un mensonge. Il y a clairement des conséquences critiques, et la dernière partie de cette déclaration est remplie de mots creux. Eh bien, à moins que le problème ne soit des gens qui se plaignent du carburant par groupe de 5, auquel cas le Kremlin s'en occupe immédiatement. Mais pire encore, alors qu'une deuxième vague de pénurie de carburant frappait son pays, Poutine était aussi éloigné du problème qu'il pouvait l'être. Il s'est rendu sur les îles Kouril près du Japon, alors qu'il tentait d'affirmer l'autorité de la Russie sur une partie contestée de cette chaîne d'îles. Mais les répercussions géopolitiques de cela ne sont pas le sujet pour les Russes, qui luttent contre la crise du carburant. Pendant qu'il visitait les îles, Poutine s'est rendu dans une usine de transformation de poissons, où il a goûté du caviar. Alors que son peuple faisait la queue pour un besoin fondamental chez lui, Poutine savourait de la nourriture de luxe, et plaisantait même en disant qu'il l'appréciait tellement qu'il voulait en ramener à Moscou. Voilà Poutine, en résumé. Il est comme Marie-Antoinette disant à son peuple de manger de la brioche pendant qu'il souffre. Et nous savons tous ce qui est arrivé à Marie-Antoinette lorsqu'elle est passée sous la guillotine française. Dire que la Russie traite mal son peuple serait un euphémisme, alors qu'une deuxième vague de pénurie de carburant frappe le pays. Mais derrière la répression et les mensonges, la Russie essaie de prendre des mesures pratiques pour résoudre sa crise. Essayer est le mot-clé ici, car ce que fait la Russie n'a pas résolu le problème. Au contraire, chaque mesure prise par le Kremlin révèle le désespoir de la Russie. Protéger l'approvisionnement intérieur a été la première et la plus logique des mesures prises par le Kremlin. Il existe des interdictions sur les exportations de carburant que le Kremlin a mises en place en juillet. Si vous voulez un aveu indirect de la gravité du problème, il est venu à la fin du mois de juillet, lorsque la Russie a annoncé que les interdictions d'exportation d'essence et de diesel seraient prolongées jusqu'en janvier 2027. Garder le carburant en Russie a du sens, mais cela ne résout pas le problème. Pas plus que l'assouplissement des normes de qualité du carburant, que la Russie a mis en place début août. Le Premier ministre, Mikhail Mishustin, a signé un décret autorisant la production, l'importation et la vente de carburants de qualité inférieure, Euro 2, Euro 3 et Euro 4 en Russie jusqu'au 1er juillet 2027, rapporte le Moscow Times. Donc c'est formidable pour le peuple russe. Le Kremlin est passé de ses carburants à l'Euro 5 en
2016, parce que ces carburants de basse qualité entraînent un rejet plus important de soufre dans l'air. Profitez d'une bonne dose de smog et de pollution pendant que vous faites la queue aux stations-service russes. Aucune de ces approches n'a fonctionné jusqu'à présent pour la Russie. Et c'est ici que nous voyons les véritables signes de faiblesse entrer en jeu. Incapable de résoudre la crise du carburant avec des mesures internes, le Kremlin a dû commencer à supplier. La Russie, qui est l'un des géants mondiaux du pétrole, s'est mise à genoux devant d'autres pays en commençant à importer du carburant qu'elle produisait autrefois elle-même, et ce par cargaison entière. Selon Euronews, du carburant arrive déjà en Russie par chemin de fer, depuis la Biélorussie. Rien qu'en juillet, la Biélorussie a battu des records d'exportation en envoyant 212 000 tonnes d'essence et 162 000 tonnes de diesel en Russie. C'est un remède temporaire. La grande raffinerie de Novopolotsk en Biélorussie sera mise à l'arrêt en décembre pour maintenance programmée, ce qui signifie que les Russes de la région de la Volga vont bientôt être privés du carburant qui les aide à tenir. Début juillet, la Russie est également allée supplier le Kazakhstan, demandant 50 000 tonnes d'essence AI 92 pour atténuer les pénuries de carburant. Mais cela s'est fait au prix du Kazakhstan, qui a probablement demandé du carburant d'aviation en échange. Donc, Vladimir Poutine est obligé de déshabiller Pierre pour habiller Paul dans cette affaire. D'autres carburants proviennent du Maroc et de l'Inde. Les premiers exportent du carburant vers la Russie pour la première fois, ce qui montre à quel point le Kremlin cherche désespérément à résoudre son problème de carburant. Quant à l'Inde, eh bien c'est une histoire intéressante en soi. L'Inde est l'un des plus grands acheteurs de pétrole brut russe. La Russie peut toujours vendre du pétrole brut, qui est le composant de base pour les produits pétroliers raffinés comme l'essence. Donc, ce que nous voyons, c'est que la Russie vend son pétrole brut à l'Inde, qui le raffine ensuite en carburant, qui est revendu à la Russie. Ce n'est pas ainsi que cette relation est censée fonctionner. Les revenus du pétrole brut sont censés être taxés et envoyés dans la caisse de guerre pour la guerre en Ukraine. Mais maintenant ces revenus taxés retournent directement en Inde, ce qui signifie qu'ils ne profitent absolument pas à la Russie. Tout cela laisse la Russie dans une mauvaise posture. Des pénuries sont attendues en septembre, car la Biélorussie va mettre hors service l'une de ses deux principales raffineries. Et ce n'est pas comme si l'Ukraine relâchait la pression sur les frappes contre les raffineries. La vis se resserre. Le 21 août, l'Ukraine a mené une nouvelle frappe contre la raffinerie de Perm, qui se trouve à plus de 1500 km de la frontière ukrainienne. Le lendemain même, des drones ont rendu visite à la raffinerie de Novokuznetsk, dans la région de Samara en Russie, provoquant un incendie dans une installation qui traite 8,8 millions de tonnes de pétrole brut par an. Le seul espoir qu'il reste à la Russie maintenant, c'est que la demande intérieure chute au point que son industrie de raffinage ruinée puisse réellement parvenir à suivre. Après tout, quelles que soient les défenses mises en place par la Russie, elles ne peuvent manifestement pas arrêter les drones ukrainiens. Il y a encore un petit rebondissement dans cette histoire, avant que nous terminions la vidéo. Si nous nous rendons dans le sud du Daghestan, un autre type de problème est en train de couver. Des conditions météorologiques difficiles ont coupé l'approvisionnement en électricité dans toute la République. Le 10 août, un incident a laissé 77 localités du Daghestan sans électricité. Pour comprendre pourquoi cela est important, le Daghestan est une république de la Fédération de Russie, et sa population n'est pas satisfaite. Les coupures de courant ont commencé le 6 août, et ont déclenché des vagues de manifestations qui, à un moment donné, ont vu des foules envahir les rues jusqu'à paralyser complètement la circulation. Les autorités ont tout essayé pour apaiser les manifestations. Elles ont demandé à la population de ne pas utiliser d'appareils à forte consommation d'énergie et ont affirmé que des dysfonctionnements étaient responsables de la situation. Mais entre le 6 et le 13 août, les Daguestanais avaient érigé 3 barricades. Dans 2 des 3 cas, l'électricité a été rétablie dans les régions touchées plus rapidement qu'elle ne l'aurait été sans les manifestations. Nous mentionnons tout cela pour une raison simple. Ce qui vient de se passer au Daghestan est un signe que des manifestations suffisamment importantes dans une région russe peuvent forcer un changement. Le Daghestan, comme beaucoup de régions touchées actuellement par la crise du carburant en Russie, se trouve en périphérie du pays. Ce n'est pas du tout près de Moscou, donc ce n'est pas une priorité en matière de financement. Mais la mobilisation populaire a imposé un changement. Peut-être que dans d'autres régions en dehors de Moscou, il y aura des Russes dans les files d'attente des stations-service qui entendront parler de cela et y prêteront attention. Et ils pourraient commencer à se dire « Eh bien, si ça a marché au Daghestan, ça pourrait marcher ici. » Après tout, la seule chose qui rendait la Russie grande a été enlevée par l'Ukraine. La seule raison pour laquelle cela s'est produit, c'est que Poutine a déclenché une guerre qu'il ne peut pas terminer. Peut-être qu'il ne faudra pas longtemps avant que l'on voit des gens partout en Russie se rassembler pour faire savoir au Kremlin exactement ce qu'ils pensent de ce qui leur arrive. Alors ce ne sera plus le chaos dans les files d'attente des stations-service qui inquiétera Poutine, ce sera la révolte contre le Kremlin. Et alors que toutes ces pénuries frappent la Russie, les choses ne vont pas mieux pour le Kremlin sur le champ de bataille. L'Ukraine a réalisé des percées dans le sud, reprenant des dizaines de localités, libérant des territoires et infligeant de lourdes pertes au passage. Vous pouvez tout découvrir en regardant notre vidéo. Mais avant de partir, appréciez-vous notre reportage ? Abonnez-vous et partagez vos impressions ci-dessous. Et
Et si vous souhaitez soutenir les vraies personnes derrière la chaîne, pensez à devenir membre pour accéder à du contenu exclusif. Merci de nous avoir regardés.